Bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Sophie Badeau, qui est directrice générale de Mutti France, leader européen de la tomate industrielle, une entreprise italienne, un groupe italien qui se veut exemplaire dans un secteur qui est souvent critiqué. On va débattre ensuite autour des nouvelles mobilités et du développement de la filière hydrogène. Vous verrez notamment comment Hype, HRS et McFly vont déployer des stations de ravitaillement à Paris dans l'optique des Jeux Olympiques, entre autres. Et puis pour Smart Ideas, on va découvrir ensemble Axioma et ses biosolutions pour l'agriculture et l'élevage. 3 thèmes, 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Sophie Badeau, bienvenue. Vous êtes donc la directrice générale de Mutti France. Mutti, c'est, je le disais dans les titres, une entreprise italienne, une vénérable, créée en 1899 près de Parme, un des leaders mondiaux de la tomate industrielle. C'est de la tomate d'ailleurs sous quelle forme elle est vendue sous différentes formes, j'imagine? Alors oui, tout à fait. Elle est vendue en conserve et aussi en bouteille en verre, en tube pour notre concentré de tomates qui a été une grosse innovation lancée en 1951 qui révolutionnait l'utilisation de la tomate en Italie. Et donc on est présent effectivement sous plusieurs formes, aussi bien en conserve et en sauce. Et à la fois pour les consommateurs, le B2C, ou les professionnels de l'alimentation? Exactement, on a une partie de notre business. En France, on a les 2 tiers du business qui est vendu dans le retail, donc pour les consommateurs directement, et 1 tiers du business qui est à destination de la restauration, et qui est utilisé aussi fortement par les restaurants. Oui, alors quand on dit tomate industrielle, c'est vrai qu'on se dit, est-ce que c'est compatible avec des engagements RSE, notamment environnementaux? Comment vous tenez ce paradoxe apparent? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, tout vient de la terre, puisqu'on vend de la tomate et uniquement de la tomate. Et du coup, à partir de là, on doit respecter la terre, puisqu'en fait, c'est elle qui nous donne le fruit que nous vendons après. Et donc, du coup, notre vision est vraiment, depuis le début de la création de Mutti, c'était d'être responsable du champ jusqu'à l'assiette. Et pour faire ça, on a vraiment un plan d'action à 360 degrés, en travaillant à la fois avec la terre, comment on peut optimiser tout ce qu'on fait avec la terre, avec nos agriculteurs et avec nos consommateurs. Et ce plan d'action, il est à 360 degrés sur ces 3 leviers. Oui. Alors on va y revenir, notamment sur la rémunération des agriculteurs, sur les pesticides, par exemple, que vous utilisez ou pas. Mais il y a une question centrale. Je disais en titre que c'était un secteur qui était souvent critiqué, notamment sur la main-d'œuvre et l'emploi de main-d'œuvre de salariés illégaux ou de sans-papiers. Enfin, il y a vraiment eu des scandales en Italie. Comment vous vous positionnez par rapport à cette... Là-dessus, on a vraiment eu une stratégie très forte qui est d'imposer à nos agriculteurs d'avoir une récolte 100% mécanique pour effectivement éviter l'embauche de main-d'œuvre illégale et aussi pour améliorer le travail de nos agriculteurs. Parce que travailler en plein soleil, en plein champ, par 40 degrés, en fait, c'est pas bon pour les travailleurs. Ça peut même les mettre dans une position dangereuse. Donc, on a imposé à tous nos agriculteurs de passer sur du 100% mécanique et ce qui est aujourd'hui un engagement qui est pris avec tous les agriculteurs. Alors justement, c'est toujours intéressant quand on parle de tomates industrielles ou d'aliments, on va dire, grand public, la question du lien entre le vendeur et l'exploitant et le producteur. Comment vous accompagnez la transition de vos exploitants partenaires, notamment vers une agriculture plus durable ou plus responsable? On travaille avec 800 agriculteurs et on les connaît tous individuellement. Ils sont tous en Italie, hein? Ils sont tous en Italie. On produit de la tomate 100% italienne et toujours cultivée en plein champ uniquement. Et on a vraiment un partenariat avec nos agriculteurs et on travaille avec eux main dans la main. On les accompagne sur toutes leurs actions qui peuvent avoir un impact environnemental le plus positif possible. Le premier projet qu'on a eu, qui était un projet fort, c'était un partenariat avec WWF, qui a été lancé en 2010, donc de manière quand même assez précurseur. Et il faut savoir qu'en Italie, 60% de la consommation d'eau vient de l'agriculture.
Et du coup, on a été la première société en Italie à mesurer, grâce au partenariat avec WWF, notre consommation d'eau et mettre en place un programme pour baisser cette empreinte hydrique de 3%. On l'a baissé de 4,6%. Ça peut paraître un chiffre pas hyper sexy, mais ça peut représente combien de mètres cubes ou de... Eh bien, ça représente une économie d'1 milliard de litres d'eau. Oui. Donc, c'est quand même complètement considérable et une vraie réussite. Et là-dessus, on a vraiment travaillé aussi bien avec nos agriculteurs sur l'utilisation de l'eau qu'ils peuvent avoir dans leurs champs et aussi tout ce qu'on fait dans nos usines pour notamment recycler l'eau et la réutiliser à plusieurs reprises. Et pour les émissions de gaz à effet de serre, là aussi, c'était un enjeu que vous aviez défini avec le WWF. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Tout à fait. On a mis en place des actions aussi bien vis-à-vis de nos usines que vis-à-vis des agriculteurs. Par exemple, on a équipé nos usines de panneaux photovoltaïques et on a travaillé sur plusieurs manières pour que justement les agriculteurs mettent cela aussi en place dans leurs champs. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a certains de vos partenaires exploitants que vous avez dû laisser sur le côté parce qu'ils ne voulaient pas ou ils ne pouvaient pas prendre ce chemin? Parce que c'est long la transition écologique dans l'agriculture. C'est tout à fait long. Après, on a une charte qui est hyper importante avec les agriculteurs avec lesquels on travaille. Et s'ils ne répondent pas à cette charte, on ne travaille pas avec eux. Et par contre, on ne va pas non plus exiger tout du jour au lendemain. On a vraiment un travail d'accompagnement pour travailler avec eux. Notre production est 100% intégrée. Et donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est non négociable. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire concrètement qu'on cherche avant d'utiliser des pesticides, on cherche d'autres moyens naturels. On utilise des engrais verts pour justement limiter l'impact environnemental. Ça veut dire que la part des pesticides utilisés aujourd'hui, c'est quoi? La part, elle est minime. Je ne saurais pas vous dire le chiffre exact. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on utilise de moins en moins de pesticides. On a lancé aussi une gamme bio en 2016. Et sur la partie non bio, on cherche chaque année à réduire les pesticides. Et on a même un projet qu'on entame juste au début de l'histoire. Mais on a la volonté de passer sur du zéro résidu pesticides. Et là-dessus, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, mais qu'on est déjà en train de mettre en place avec les agriculteurs et on ne les laisse pas gérer le projet. Vraiment, on les accompagne et on travaille main dans la main avec eux là-dessus. La question de la rémunération, là aussi, elle est centrale. On le voit en France avec des marques comme C'est qui le patron qui se sont créées. Ça répond aussi à une demande des consommateurs. À quel niveau de rémunération sont-ils par rapport au marché? Alors, chez Mouti, avant tout, on cherche à proposer des produits vraiment de qualité à nos consommateurs. Et pour qu'on arrive à avoir ces produits de qualité et aussi à limiter notre impact environnemental, ce qu'on fait, c'est qu'on paye nos agriculteurs 13% de plus que la moyenne du marché. Et au global, ça permet de proposer des produits qui soient excellents et meilleurs pour nos consommateurs. Et ça permet aussi aux agriculteurs de réinvestir sur leurs champs pour proposer de meilleurs produits, avoir une meilleure productivité et limiter leur impact environnemental. Alors vous nous l'avez dit, vos tomates, elles sont 100% italiennes. Ça veut dire qu'elles voyagent peu. C'est quoi comment je peux dire ça, la problématique du circuit court dans votre entreprise? Comment vous la réglez? Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes nos tomates viennent en moyenne 130 km de nos usines. Ce qui permet de limiter bien sûr le transport et ce qui permet aussi d'avoir des produits vraiment d'une fraîcheur importante, ce qui aussi permet au consommateur final d'avoir un goût de tomates fraîches qui viennent 100% d'Italie. C'est un élément important parce qu'on parle souvent de la tomate de combat, c'est-à-dire c'est une tomate qui est tellement solide qu'elle peut voyager sans être altérée. Est-ce que ça veut dire que c'est une espèce que vous ne cultivez pas, que vous n'utilisez pas, ou qu'elle fait quand même partie de ce que propose Mouti?
Non, chez Moutier, on a vraiment uniquement de la tomate, 100% italienne, élevée en plein champ et qui vient en moyenne de toujours moins de 130 km de nos usines. Donc on est vraiment là-dessus pour respecter l'impact environnemental et aussi ce qu'on va offrir à nos consommateurs. Il y a aussi, tiens, on va terminer là-dessus, ce procédé de transformation à froid. J'ai vu ça en préparant l'émission. Ça consiste en quoi et quels avantages? L'avantage, c'est vraiment d'avoir des produits frais pour les consommateurs où on retrouve le goût, le plus possible, le goût de la tomate fraîche. Et donc, du coup, concrètement, une fois que les tomates sont récoltées, en moins de 24 heures, elles sont transformées dans les usines avec des procédés, notamment par exemple sur notre polpa, qui est vraiment notre produit phare, où effectivement, elle est transformée à froid pour garder ce goût de la tomate. Merci beaucoup, merci Sophie Badeau. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, on va parler de la filière hydrogène. Développer le réseau de la mobilité hydrogène, voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités tout de suite. Mathieu Gardy, bonjour. Vous êtes le président de Hype. À vos côtés, Adamo Skrenchi, bonjour. Bienvenue à vous aussi, le directeur général délégué de HRS pour Hydrogen Refueling Solutions, qui est, comme son nom l'indique, une entreprise française. Alors, on va les présenter, vos deux entreprises. Hype, en quelques mots, Mathieu Gardy. Alors, Hype, c'est aussi une entreprise française, comme son nom l'indique. Et Hype développe des services de mobilité zéro émission en s'appuyant sur des solutions hydrogène et avec des plateformes intégrées qui allient à la fois le développement des usages, avec un premier marché qui est le taxi, et le développement des infrastructures qui accompagnent ces usages. Oui, et on voit effectivement vos taxis, notamment à Paris. Ils sont déployés uniquement à Paris ou dans d'autres villes aussi? Alors, on a commencé à Paris, on a commencé il y a un moment maintenant, il y a plus de 6 ans, en 2015. Et donc, effectivement, on a une flotte de taxis qui tourne depuis 2015 à Paris. Et on va maintenant commencer à se déployer dans d'autres villes avec un objectif qui est d'avoir déployé Hype dans 15 autres villes ou 15 autres régions d'ici 2024. Oui, et c'est notamment l'objet du partenariat stratégique que vous avez signé avec HRS et McFly. HRS, c'est donc une entreprise française qui est basée en Isère. Qu'est-ce que vous fabriquez? Les stations de ravitaillement, c'est ça? Alors HRS, les 3 lettres, Hydrogen Refueling Solution, en français, station de ravitaillement à hydrogène, on le dit toujours à l'envers. Donc c'est une boîte qui a 10 ans d'expertise dans le domaine de la manipulation et du traitement des gaz et des fluides, et qui a fabriqué aujourd'hui 40 stations installées en Europe, sur les 200 qui ont été installées sur les 20 dernières années, ce qui représente une part de marché de 20%. Et si on prend les stations de grande capacité, un peu plus de 20% des marchés. HRS, c'est aussi le développement des stations de grande taille et une accélération au cours de l'année 2021. Pourquoi? On a doublé le nombre de personnel, on est passé de 30 à 70, qui montre l'accélération. Et le futur, c'est le développement d'une usine de production qui va être capable de faire 180 stations par an. Donc, vous voyez le ratio, 180 stations par an, c'est la quantité exacte de stations qui a été installée en Europe au cours des 20 dernières années. Et donc il y a vraiment une accélération de l'histoire, notamment grâce à ce partenariat stratégique que vous avez signé. Vous venez de lever, Mathieu Gardy, 20 millions d'euros avec HRS et McFly. Si on rentre un peu dans le détail, c'est quoi ce partenariat stratégique? Alors, il y a plusieurs volets dans ce partenariat stratégique. Il y a effectivement un volet financier que vous annonciez, mais surtout, il y a des volets techniques et commerciaux. Adamo l'indiquait, HRS pour nous, et comme McPhy, sont vraiment les partenaires idéaux pour nous pour la suite de notre développement parce que, 1, ils ont l'expertise depuis longtemps sur ces produits, 2, ils ont maintenant la capacité industrielle de nous accompagner pour un déploiement rapide, et 3, ce sont des pure players. Donc ce sont des entreprises entrepreneuriales qui sont aujourd'hui uniquement avec le même objectif que nous, qui est de développer ce marché très vite. Donc ils sont proches de leurs produits, agiles pour faire évoluer leurs produits, pour fiabiliser leurs produits. Donc c'est exactement le type de partenariat qu'on cherche aujourd'hui. Le défi technologique, c'est quoi? En quoi il consiste? Le défi technologique, globalement la technologie fonctionne. Elle fonctionne, elle est exploitée depuis longtemps, etc. Après, il y a un peu de fine-tuning sur les produits, d'adaptation, la taille des produits, un certain nombre de sujets sur lesquels il faut qu'on travaille ensemble. Et là, c'est intéressant d'avoir effectivement des partenaires industriels qui sont suffisamment en maîtrise de leurs produits et réactifs sur leurs produits pour pouvoir le faire évoluer avec eux rapidement. Qu'est-ce qui représente, Adamo Skrenchi, pour vous, pour HRS, ce partenariat? En fait, c'est important pour accélérer. En fait. On est au moment où on parle de technologie, les technologies existent, sont là, il faut accélérer, il faut passer à l'échelle. L'hydrogène, c'est complexe et très intéressant parce que ça fait beaucoup de choses. L'hydrogène, on en parle dans le stockage d'énergie pour les renouvelables, on en parle pour vecteur énergétique, pour amener de l'énergie d'un point A à un point B. On en parle pour utiliser comme matière première dans la chimie,
l'ammoniac par exemple, ou la production d'acier, ou la récupération de CO2 dans le ciment. Et on en parle dans la mobilité. Donc vous voyez tout le panel potentiel de l'hydrogène. On parle aujourd'hui de quantités énormes de potentiel d'hydrogène. Ce qui est important pour nous, c'est d'accélérer et d'industrialiser. Donc l'hydrogène, dans la mobilité, le focus, c'est de se dire quelles sont les vraies grandes valeurs pour cet hydrogène. C'est une densité énergétique imbattable. Aujourd'hui, impossible de concentrer autant d'énergie dans un volume et un poids comme l'hydrogène. Et donc, ça donne des marchés potentiels très importants. La mobilité lourde, les flottes captives, les usages intensifs. Et ça permet aussi d'avoir une mobilité décarbonée sans compromis. Aujourd'hui, on regarde le record qui a été battu par Toyota, la Mirai, la nouvelle Mirai, qui a fait plus de 1000 km avec un plein. Et ce plein se fait en quelques minutes. Donc vous imaginez, en quelques minutes, vous pouvez faire un plein pour faire 1000 km. Ouais. C'est imbattable. Là, vous vous placez en concurrence de l'électrique, en fait. Pas du tout. Je pense que les marchés vont se trouver. Il n'y a pas du tout de concurrence avec l'électrique. En fait, la voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique. Une voiture électrique avec un range extender, c'est tout. Ouais. C'est ni plus ni moins ça. Et donc, les marchés vont se positionner comme ça. Ouais. Alors, il y a cet objectif commun Paris 2024. Et donc, le déploiement, Mathieu Gardine, une flotte de taxis. Pourquoi c'est le premier marché pertinent, les taxis ? Alors, effectivement, sur Paris, notre objectif à 2024, c'est d'avoir déployé 10 000 véhicules en usage taxi et un réseau d'une vingtaine de grosses stations et puis également de plus petites stations. Le taxi, il est pertinent parce que c'est un usage intra-urbain qui doit rapidement passer au zéro émission, que, comme l'a dit Adamo, l'hydrogène, c'est du zéro émission, plus c'est un moteur 100% électrique, et que c'est un usage sur lequel la batterie ne fait pas très bien le boulot, ou en tout cas pas dans tous les cas. Et là, en fait, l'hydrogène est pertinent quand la batterie ne l'est pas. Et d'ailleurs, à terme, ce qui sera pertinent, c'est d'hybrider les deux, d'avoir un seul moteur électrique avec une pile à combustible et l'hydrogène, et avec une batterie raisonnable qu'on pourra aussi recharger de façon raisonnable. Donc on est vraiment dans une logique de complémentarité des solutions, et puis à terme probablement de fusion des solutions, de la même façon qu'au niveau des réseaux. Il va falloir qu'on passe les réseaux à l'échelle, tant sur la partie hydrogène que sur la partie recharge, et on ne passera pas la partie recharge à l'échelle, notamment recharge rapide, si on n'a pas en même temps développer un réseau d'hydrogène qui va permettre d'optimiser l'ensemble. Donc voilà, donc pour revenir sur Paris, objectif 10 000 véhicules en usage taxi à horizon 2024 sur notre plateforme Hype, là où en fait on est sur une activité qui a besoin de zéro émission. Il y a une demande pour que les taxis arrêtent de polluer, qui est une activité aussi où les véhicules se renouvellent rapidement. C'est-à-dire qu'à la différence des bus, des camions, le taux de renouvellement d'un véhicule taxi, c'est de l'ordre de 3 ans. Donc on est sur cette échelle de temps où la flotte peut se renouveler très vite. Et c'est aussi une activité où les équilibres économiques ne sont pas les mêmes que dans les autres activités de mobilité, comme les bus ou comme la logistique. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait rationalisé d'un point de vue économique. Donc on peut bâtir un modèle économique, c'est ce qu'on fait, qui à la fois garantit au client de payer le même prix que pour un taxi polluant. Donc ça ne doit pas être plus cher pour le client. Et qui va aussi garantir au chauffeur que ça ne va pas lui revenir plus cher que ce qu'il paye aujourd'hui pour sa voiture, pour son essence et pour sa mise en relation client. Pour se rendre compte de l'accélération que ça représente, cet objectif de 10 000 taxis hydrogène 2024, il y en a combien aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a un peu moins de 200 taxis. Nous, on a une histoire il y a eu le Covid, en fait, on a été arrêté pendant 18 mois à cause du Covid. La flotte était à l'arrêt, elle n'était plus dans la rue. Mais en arrière-plan de ce qui se passait dans le Covid, il y a une très très forte accélération de l'écosystème hydrogène avec tous les plans de relance qui se mettaient en place. Et donc là, on va pouvoir capter cette capacité d'accélération qu'a l'hydrogène et qu'évoquait Adamo. C'est-à-dire l'hydrogène, c'est très simple une fois que c'est là. C'est-à-dire ça s'utilise comme un véhicule thermique. Je fais le plein, j'ai 500, 1000 km d'autonomie et je fais le plein en 3 minutes. Donc c'est ce que veulent les chauffeurs de taxi. En fait, et c'est ce que voudront les consommateurs à terme. Voilà, il y a une accélération vraiment forte, on l'a vu depuis 2 ans, avec les plans d'industrialisation et de décarbonation, qui devient vraiment une vraie importance, un vrai enjeu pour les sociétés. Et donc là où il y a 3 ans encore, il y avait quelques producteurs de véhicules à hydrogène, l'offre, aujourd'hui on en compte plus d'une 50aine. Donc les véhicules arrivent, la demande est là, le besoin par le client est là aussi. Et ce qui est important, c'est comme on le dit, c'est de vraiment passer à l'échelle aujourd'hui et de complémentarité, parce que l'optimum s'obtiendra par le mix des différentes technologies. Déployer des réseaux électriques pour pouvoir alimenter des milliers de bornes de superchargers, c'est aussi des enjeux importants, alors que l'hydrogène ou le gaz est quelque chose qui se véhicule beaucoup plus simplement et beaucoup moins onéreux. Donc c'est la complémentarité qui est importante. Dans la chaîne de valeur, lorsqu'on fait le plein, par exemple, d'un véhicule à hydrogène, d'un taxi,
taxi, dans les 10 euros qu'on voit aujourd'hui, qui sont le break-even du prix pour avoir le même coût qu'à part du fuel. Donc 10 euros pour faire le plein, c'est ça? 10 euros pour un kilo. 10 euros pour un kilo. Avec 50 euros, vous faites le plein et vous faites 500 km. Okay. Donc ça revient, c'est à peu près équivalent. Il y a 1 euro qui vient du fuel. Et les 9 autres euros, les 8 ou 9 euros, viennent de l'infrastructure qu'il faut industrialiser. Est-ce que la France est bien armée sur cette filière, ce secteur? La France est bien armée. Et nous, on est aussi ravis d'être avec des partenaires industriels français parce que ça nous permet de se servir d'assumer notre positionnement qui est un peu accélérateur, catalyseur de la filière industrielle française, même si on n'est pas industriel nous-mêmes. Puis pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit, nous on dit on commence par le taxi parce que c'est un premier marché qu'on peut activer tout de suite pour la raison que j'évoquais, mais en commençant par le taxi, en le passant à l'échelle avec un réseau d'infrastructures qu'on va déployer avec HRS et McPhy, on va faciliter l'arrivée des autres mobilités professionnelles qui sont pertinentes, comme la logistique, comme la livraison du dernier kilomètre. On va faire des annonces dans les jours qui viennent sur ce sujet. Et puis ensuite, effectivement, dans un deuxième temps, la mobilité particulière. Mais dans un premier temps, c'est... Quand vous dites dans un deuxième temps, c'est quel horizon pour vous? On verra, mais c'est pas l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de structurer la filière pour qu'on puisse capter déjà tous les volumes qu'il y a dans la mobilité professionnelle. La France est bien armée, on le voit, avec le plan de relance, les plans hydrogène, les technologies qui sont présentes, nos centres de recherche qui sont réputés au niveau international. Donc on est absolument bien armé. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est vraiment industrialiser. C'est l'étape. Il faut fabriquer, il faut industrialiser. On parle souvent de réindustrialisation, mais c'est plus important l'industrialisation sur les technologies du futur. Et on a tous les éléments, les piles à combustible, toute la chaîne, les stations, on en est la preuve. On peut jouer un rôle important. Et ensuite, regarder à se développer au niveau international proche. Quels sont les freins que vous identifiez aujourd'hui, l'un et l'autre, au développement de la filière, Mathieu Gardy? Les freins, c'est qu'il faut arriver à synchroniser efficacement les usages et le déploiement des infras, l'industrialisation et l'émergence des premiers marchés. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Et puis, il faut qu'on continue à bénéficier d'un soutien politique qui a cette vision et qui met aussi en place les modalités pour ce chemin-là. C'est-à-dire que le problème de l'hydrogène, c'est que tout le monde dit c'est très bien, mais c'est très bien en 2025, en 2030. Il faut absolument agir maintenant. Et c'est ce qu'on essaie d'amener, des solutions qui permettent de passer à l'échelle entre maintenant et 2025. Tout à fait. La preuve, c'est le partenariat, c'est mettre ensemble les briques du puzzle pour faire un écosystème qui soit le plus rentable, amalgamer les usages pour rentabiliser les investissements et avoir une vision claire du déploiement sur le long terme. L'impact CO2 doit être pris en compte. Et c'est important que ce soit pris en compte dans les coûts pour déployer cette infrastructure. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter, c'est pour ça que le partenariat qu'on a avec HRS et McPhy est à très court terme. C'est des commandes qui vont arriver avant mi-2023. Donc c'est des volumes de commandes qui sont pour importants. être déployé en 2024, il faut que ça arrive vite. Exactement. Puis après, il y a un autre enjeu, c'est la partie véhicule. Aujourd'hui, nous, on est avec des véhicules asiatiques parce que les premiers véhicules particuliers ont été des véhicules asiatiques. Mais on voit que les constructeurs français maintenant sont en train de se positionner sur l'hydrogène avec des véhicules utilitaires légers. Et il faut là encore qu'on les aide, en leur montrant qu'il y a des marchés, en leur montrant comment adresser ces marchés pour qu'ils puissent passer à l'échelle rapidement sur ces En fait, l'ensemble des ingrédients sont là, et il faut les déployer, il faut avoir les cadres. Quand vous parlez de déploiement dans d'autres villes de France, on sait lesquelles? On va annoncer les deux. Alors, d'autres villes, pas qu'en France. En fait, on a visé la France et puis l'Espagne, l'Italie, le Portugal, le UK et la Belgique. Donc, 15 villes parmi à horizon 2024 dans ce scope-là. Et on va annoncer les 2 prochaines villes ou régions dans quelques semaines. Mais c'est pas encore. On suivra ça avec intérêt. Merci beaucoup. Un dernier mot très vite. Ce genre de partenariat, c'est très important. On en a d'autres, dans d'autres domaines, dans les flottes lourdes de transport. On a signé avec Gossin également, qui est un autre acteur français. Donc contribuer à la solidification de la filière française, c'est aussi un de nos enjeux. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À bientôt. Sur Bismart, on passe tout de suite à Smart Ideas. On parle agriculture, élevage. Des biosolutions pour l'agriculture, l'élevage, les espaces verts. Voilà ce que l'on découvre tout de suite avec Axioma et son fondateur Anthony Buja. Bonjour. Bonjour toi. Bienvenue. Vous l'avez créé en novembre 2012. Avec quelle idée ? Alors l'idée, à la base, c'était justement de créer une entreprise qui était une biotech, d'y aller doucement, parce qu'on sait que dans ce secteur-là, en général, ça va très vite. Et l'enjeu, c'était de savoir un petit peu ce qu'on allait mettre dans la bouche de nos enfants. Est-ce que c'était des produits avec des résidus de pesticides ? Est-ce que c'était des produits qui avaient de faibles valeurs alimentaires ?
L'enjeu, c'était ça, c'était de répondre à une problématique agricole. Donc c'est vraiment une alternative aux pesticides que vous proposez aujourd'hui? Alors on n'est pas tout à fait sur une alternative, on est plutôt sur une solution que j'appellerais combinée. Ouais. J'ai vraiment envie de mettre en place des partenariats avec les plus grandes firmes mondiales, justement pour apporter cette touche, apporter ce savoir-faire d'Axioma sur les biosolutions, ce qu'on appelle des biostimulants ou des biocontrôles. Les biostimulants sont plutôt orientés sur la résistance à des stress abiotiques, donc des stress environnementaux, les sécheresses et autres. Et du côté biocontrôle, on est sur des problématiques qui sont liées aux pesticides. Donc là, on arrive vraiment comme des alternatives. Et justement, nous, on essaie de trouver une combinaison sur ces deux solutions. Alors, si on essaie de comprendre, c'est quel type de produits ou de solutions que vous proposez? Alors, on utilise des matières premières qui sont toutes sourcées en France. Ouais. C'est des extraits de plantes, des extraits d'algues. Et ensuite, on vient travailler sur des combinaisons de ces actifs. On arrive à extraire un certain nombre d'actifs du végétal. Et grâce à ces actifs-là, on va arriver à renforcer les plantes par rapport à ces différents stress. D'accord, donc c'est vraiment l'objectif, c'est de booster les plantes. Quand on dit agriculture, élevage et espace vert, la partie élevage par exemple, comment vous intervenez pour les éleveurs? On essaie de voir les choses sur un système un peu cyclique, parce que l'agriculture, c'est pas juste de la production végétale, c'est aussi des productions animales. On a aussi des enjeux, par exemple, sur le traitement des effluents en élevage, qui peuvent devenir des engrais, ce qui pourrait éviter un certain nombre de problématiques sur les approvisionnements des engrais aujourd'hui. Et donc, on essaie de voir ça dans un système global. Comment on fait pour faire des productions végétales qui vont être utilisées pour l'alimentation du bétail et avoir un système circulaire ensuite. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, on les a cherchés pendant quelques temps, parce que en fait, j'ai créé Axioma, ça fait bientôt 10 ans. Et donc, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut vendre ces produits aux agriculteurs, aux coopératives ou à des industriels? Et en fait, le choix a été vite fait, puisque nous avons besoin d'autorisation de mise sur le marché pour commercialiser ces produits. AMM que nous avons obtenu en 2019, et donc nous avons créé des partenariats très forts avec des firmes, principalement des firmes agrochimiques. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. On a ce besoin justement d'apporter cette valeur ajoutée à ces industriels qui ont besoin d'avoir des solutions complémentaires en fait aux leurs, puisque les lois et les réglementations font que les solutions chimiques vont diminuer dans les prochaines années. Et oui, évidemment, vous faites partie des 20 startups à impact positif qui sont lauréates du concours NA20, NA pour Nouvelle-Aquitaine, organisé par la French Tech Bordeaux. Qu'est-ce que ça vous apporte? J'imagine de la visibilité. Déjà, nous, on vous a invité ici parce que vous êtes lauréat de ce NA20. En fait, c'est une pierre de plus, puisqu'on a été lauréat du concours Innov en 2020, lauréat du plan de relance des secteurs stratégiques en 2021. Donc, on est plutôt bien identifié au niveau des structures. Maintenant, comme toute entreprise, à un moment donné, il faut qu'on trouve notre marché. Et le nerf de la guerre, c'est aussi le chiffre d'affaires. Donc, maintenant, tout ça, ça apporte de la crédibilité à notre entreprise. Les clients, en fait, se sentent rassurés parce que non seulement on est reconnu pour nos capacités d'innovation, mais également maintenant pour notre capacité industrielle, puisqu'on a créé une unité de production en France. Oui, qui est basée en Nouvelle-Aquitaine, évidemment. Qui est basée également en Nouvelle-Aquitaine. Où ça? À Brive-la-Gaillarde. À Brive-la-Gaillarde. Il y a beaucoup d'argent qui sont investis dans les startups, dans la tech. 10 milliards d'euros dans la French Tech l'an dernier. Alors, il y a déjà eu une levée de fonds, j'imagine, dans l'histoire d'Axioma. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévus? Est-ce que vous espérez bénéficier finalement de cette manne financière? Alors oui, il faut savoir que lever des fonds, c'est très bien, mais il faut savoir pourquoi on lève des fonds. Lever des fonds, c'est pas un aboutissement. Au contraire, je pense plutôt que c'est une sorte de ligne de départ. C'est des investisseurs qui nous font confiance. Et donc, c'est justement pour réaliser quelque chose. On a réalisé une première levée de fonds de 500 000 euros en 2017, qui avait pour objectif d'aller chercher une autorisation de mise sur le marché dans les 5 années. On a réussi à en avoir 5. Ensuite, on en a fait une seconde en début d'année 2020, qui avait pour objectif de nouer en fait ces partenariats commerciaux. Donc, c'était vraiment le changement d'échelle, quelque part. Passer de l'innovation au commerce. Et au 31-12, nous en avons clôturé une autre qui est de 2,4 millions cette fois-ci, qui s'est faite en 4 semaines. Donc ça a été très très rapide. Mais l'enjeu pour nous maintenant, c'est l'international, puisque nous avons des autorisations de mise en marché en Italie, en Espagne, en Autriche et en Allemagne. Merci beaucoup. Merci Anthony Buja-Bonvent à Axioma. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismart. Salut.